Bonjour et bienvenue sur Algomus. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'environnement. Alors ça n'a rien à voir avec l'écologie, c'est simplement l'environnement de mon système d'exploitation. Lorsque nous travaillons avec un programme que nous avons écrit, eh bien ce programme est soumis à son environnement, c'est-à-dire qu'il est exécuté sur une machine qui a une architecture bien donnée, il est exécuté sur un système d'exploitation, il est peut-être aussi exécuté par une fenêtre de terminal, dans un certain langage, bref, il a plein de contraintes en fait auxquelles il est soumis. Et donc on va s'apercevoir que cet environnement va donner énormément d'informations au programme sur ce qui l'entoure, du point de vue logiciel, mais aussi des fois matériel. Et donc la connaissance de l'environnement est quelque chose de très important, puisque ça va permettre de rendre mon programme flexible. Par exemple, de dire, voilà, je lance mon programme, et lui va détecter s'il est sous environnement Unix ou Linux, ou alors sous environnement Windows. Et en fonction du système d'exploitation, il va peut-être réagir de façon différente sur certaines choses. Et donc, on va gagner en flexibilité, on va écrire un et un seul programme qui va pouvoir en fait s'adapter à des multiples environnements sur lesquels il va être exécuté. Et donc on va voir tout ça, on va voir comment le gérer, et on va voir les spécificités de l'environnement et des variables d'environnement. Essayons donc de comprendre cette notion d'environnement. Alors l'environnement, c'est quoi? On en entend beaucoup parler quand on parle de programmation, surtout quand on est orienté système d'exploitation. Et on va se rendre compte en fait que le programme que l'on a écrit, alors ici on va l'écrire en C, mais on pourrait l'écrire dans n'importe quel langage de programmation, et bien ce programme il va toujours s'exécuter en fait sur un environnement, c'est-à-dire qu'il va toujours s'exécuter dans un système d'exploitation, il va toujours être lancé par une fenêtre de terminal, et ainsi de suite. Et donc les variables d'environnement, elles vont juste nous permettre de savoir en fait dans quelles conditions est exécuté un programme. Est-ce qu'il est exécuté sur Windows ou sur Unix par exemple? Est-ce qu'il est lancé à partir d'un terminal? Et ainsi de suite. On va aussi pouvoir retrouver toutes les informations qui sont liées à l'arborescence des répertoires et des fichiers, donc le file system que l'on va retrouver, pour par exemple savoir où on est, dans quel répertoire je suis en ce moment. Et ça, par exemple, ça va nous permettre justement à l'aide de chemin absolu ou de chemin relatif, de pouvoir se déplacer dans le file system et de pouvoir, par exemple, faire des petits programmes d'archivage, par exemple, voilà, archiver des fichiers qui sont là depuis trop longtemps, les IP ou ce genre de choses. On va aussi pouvoir accéder à des variables qui vont nous donner les préférences de l'utilisateur. Par exemple, la langue utilisée pour l'affichage. Est-ce que l'utilisateur qui utilise le programme, est-ce que par exemple il veut les affichages en français, est-ce qu'il les veut en anglais, est-ce qu'il les veut dans une autre langue? Quel est le système de codage aussi de ces caractères? Est-ce qu'il est en UTF-8? Est-ce qu'il est en ASCII? Est-ce qu'il est en UTF-16? Tout ça, c'est des informations que l'on va pouvoir récupérer directement dans les variables d'environnement. Et l'idée, c'est de rendre notre programme de plus en plus flexible et de permettre de l'adapter en fait à tous les environnements sur lesquels il pourrait être lancé. Le programme est donc capable de reconnaître où il est lancé, sur quel système, et en fait de s'adapter aux spécificités de ce système d'exploitation par exemple. On va naturellement travailler sur des cas un petit peu plus concrets, et on va essayer de voir comment je peux récupérer dans un programme C les variables d'environnement que Linux, par exemple, met à ma disposition. Alors là, par exemple, je vais travailler sous Linux, parce que je vais travailler sous Cygwin, mais le principe reste tout à fait le même sous Windows ou sur macOS, par exemple. Et donc l'idée, c'est tout simplement de récupérer l'environnement, dans quelles conditions le programme a été lancé, et de s'adapter. Alors quelles sont les adaptations que l'on peut voir? Eh bien par exemple, si vous avez déjà utilisé les systèmes Windows et Linux, vous êtes rendu compte par exemple que dans les chemins, quand vous donnez le chemin d'un fichier, eh bien dans l'un des systèmes d'exploitation vous avez le slash et dans l'autre vous avez le backslash. Voilà, ça c'est une adaptation qui peut déjà être faite. Autre différence par exemple entre les univers Unix et les univers Windows, le caractère de saut de ligne, que vous retrouvez sous Linux qui est le \r/n et qui est uniquement le \n sous Windows. Ça aussi c'est des choses par exemple que si vous savez dans quel environnement vous êtes, vous allez pouvoir mettre le bon paramètre, le bon retour chariot et par exemple le bon slash. Voilà, donc ça c'est sur quoi nous allons travailler dans cette vidéo et essayer de comprendre un petit peu cette notion d'environnement.
Alors, dans l'environnement, on va retrouver ce que l'on appelle des variables d'environnement. Alors les variables, si vous avez déjà programmé, ça ne devrait pas être un mystère pour vous. Une variable, c'est quoi? C'est tout simplement un nom, un libellé que l'on a affecté à une valeur. Et donc là, les variables d'environnement n'échappent pas à cette règle-là. Vous allez retrouver de nouveau des couples nom-valeur. Et donc, à partir du nom, vous allez pouvoir retrouver la valeur qui est associée en fait à la variable. Elles sont accessibles par le processus. On a parlé de processus qui était identifié par un PID, un processus ID. Et on peut donc récupérer ces variables, que ce soit en C ou en shell. Alors, des variables d'environnement, vous en connaissez peut-être déjà quelques-unes, si vous avez déjà travaillé en shell. Alors, les plus connues, c'est par exemple la variable pass. La variable pass, elle vous sert par exemple à savoir quand vous exécutez un programme, elle va chercher dans tous les chemins, le pass c'est en anglais chemin, elle va chercher en fait dans tous les chemins pour voir si le programme ne se trouve pas dans un de ces chemins. Et si elle trouve le programme, eh bien tout simplement elle va l'exécuter. Autre variable d'environnement qui est connue, on peut citer par exemple le $PWD. $PWD vous donne le chemin dans lequel vous êtes en ce moment. Et donc ça c'est vraiment très intéressant quand vous travaillez par exemple sur des programmes qui font de l'archivage ou qui changent les fichiers d'endroit ou de répertoire, et bien ça vous permet à chaque instant, si vous avez cumulé des CD, des change directory dans tous les sens, ça vous permet de nouveau à chaque moment de resavoir dans quel répertoire vous êtes. Voilà. Vous en avez d'autres qui sont peut-être un peu moins connus. Vous avez le $shell par exemple, qui va vous donner comment je vais dire, alors c'est le bin bash, c'est qui va vous donner en fait la version du shell qui est utilisée dans votre terminal. Voilà, par exemple. Vous en avez d'autres, on va les voir. Suivant, ça peut être très situationnel, mais ça va vous donner des informations sur en quoi mon shell va être exécuté. Vous voyez qu'il va être exécuté en bash, si jamais je lance dans ce terminal. Je suis en ce moment dans le répertoire courant, et j'ai des variables qui me permettent de retrouver des exécutables. Voilà, donc là la liste n'est pas exhaustive, mais c'est déjà pour vous montrer. Alors pour ceux qui n'auraient pas fait d'Unix ou pas de Linux auparavant, on peut se poser la question, pourquoi il y a toujours un dièse? Alors le echo c'est la commande qui fait un affichage dans le terminal, donc echo, si vous avez fait du Python c'est l'équivalent de print, si vous avez déjà fait du C c'est l'équivalent de printf, ça veut juste dire affiche. Affiche quoi? Affiche passe, mais je mets toutes les variables en Linux et en Unix sont préfixées d'un $, pour qu'on sache que c'est des noms de variables et qu'on ne les confonde pas avec autre chose, des fonctions ou des chaînes de caractères. Et donc on dit je veux la valeur de passe. Si on oublie le $, eh bien en fait tout simplement Linux va considérer que passe est une chaîne de caractères et il va juste m'afficher la chaîne de caractères passe. C'est bien parce qu'elle est préfixée par $, en fait, que Linux comprend que c'est une variable et que ce que j'attends, en fait, c'est pas le nom de la variable, mais c'est bien son contenu. Alors d'où elles sortent ces variables d'environnement? Parce que, alors, vous m'avez pas vu démarrer l'ordinateur ce matin ou la machine, mais en fait, c'est pas moi qui les ai mises en place. Les variables d'environnement, en fait, elles sont créées automatiquement lors de l'initialisation du système. C'est-à-dire qu'au moment où Linux démarre, au moment où Unix démarre, eh bien les variables d'environnement sont automatiquement mises en place. Donc je n'ai rien à faire, c'est le système d'exploitation qui se charge d'en valoriser certaines d'entre elles. J'ai naturellement le droit de définir aussi mes propres variables d'environnement. Alors soit je peux les définir localement dans un programme, c'est-à-dire que je lance un programme, j'ai besoin momentanément d'une variable dans mon environnement, je peux la créer. Mais si jamais c'est un besoin récurrent, c'est-à-dire que j'ai besoin de cette variable d'environnement à chaque fois que je lance la machine, eh bien je peux les mettre dans ce qu'on appelle les fichiers d'initialisation du shell. C'est ce que vous allez trouver par exemple dans les .bashrc ou ce genre de choses dans les environnements Linux. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités de mettre en place ces variables, mais pour les variables que l'on a déjà vues, pass, pwd et shell, eh bien tout simplement ça c'est des variables qui sont valorisées au moment en fait du lancement du système d'exploitation.
Alors dernier petit mot, hein, quand on avait déjà vu la fonction fork qui nous permettait de dupliquer des processus, eh bien la fonction fork permet au fils d'hériter de toutes les variables d'environnement du père. Donc vous allez naturellement récupérer toutes les variables d'environnement liées au système d'exploitation, mais si vous avez défini de nouvelles variables d'environnement dans le père, au moment du fork, le fils en hérite automatiquement. Voilà. Alors si on veut être exhaustif un petit peu sur les variables d'environnement, si jamais je voulais les lister toutes, je voudrais savoir vraiment ce qu'il y a dans l'environnement en entier. Eh bien, on va pouvoir le faire, et je vous propose en fait d'écrire un petit programme C qui va s'en occuper. En C, toutes les variables d'environnement sont regroupées dans une seule et même unique variable tableau qui s'appelle environ. Ok. Alors, une variable tableau, ça veut dire que, on voit comment elle est définie, cette variable environ, c'est un char étoile étoile. Alors qu'est-ce que ça veut dire un char étoile étoile? Eh bien c'est un tableau dont tous les éléments sont des chars étoiles. Ok. Autrement dit, c'est un tableau dont tous les éléments sont des chaînes de caractères. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va simplement pouvoir parcourir ce tableau, écrire chacun des éléments, et on va s'apercevoir qu'on va récupérer toutes les variables d'environnement. Alors, dernier petit mot que l'on n'a pas l'habitude d'utiliser en C, c'est ce mot-clé externe que l'on va mettre devant la variable d'environnement. C'est tout simplement, ce mot-clé externe va spécifier que cette variable n'est pas définie localement dans le programme, c'est tout simplement que cette variable, elle va être fournie au moment de l'exécution, par quelque chose d'externe, justement. Ici, elle va être fournie par le système d'exploitation. Au moment où le C va se lancer, eh bien, on va pouvoir récupérer cette variable environ et on va pouvoir en lister son contenu. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va écrire justement un programme. On va utiliser une boucle, hein, puisque environ est un tableau, ça va se parcourir très facilement avec une boucle. Et comment j'en détecte la fin, puisque je vous dis toujours que quand on a un pointeur sur quelque chose, on sait où ça commence, par contre, on ne sait pas où ça finit. Et là, j'ai pas la taille du tableau. J'ai pas une deuxième variable qui me donnerait la taille de environ. Eh bien, comme ce qui a été fait lors du passage des arguments avec les fonctions exec, eh bien, on va s'apercevoir qu'on va s'arrêter en fait lorsque l'élément que je parcours aura la valeur nulle. C'est le nul qui va me dire en fait que le tableau est fini et que je suis sur le dernier élément. Ok, ça marche. Alors on va essayer de faire ça. On va récupérer directement un Visual Studio Code et on va se créer en fait une variable d'environnement. Et on va essayer de la lister. Alors, je vais faire un new file et je vais appeler ça list env pour lister l'environnement et je vais faire un .c. Alors de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de plusieurs bibliothèques. Alors la première, hein, très facile, toujours la même, stdio.h, gestion des entrées-sorties, qui va me permettre d'écrire sur le terminal. De quoi je vais encore avoir besoin? Je vais avoir besoin de la bibliothèque qui contient toutes les primitives du système d'exploitation qui est unistd.h. Elle va être soulignée en rouge, hein, normal, puisqu'elle n'est pas connue sous l'environnement Windows, mais de toute façon, on va la compiler grâce à Cygwin. Ensuite, il me faut une fonction main, voilà. Et autre chose, naturellement, j'ai besoin de la variable environ. Donc, je vais dire que quelque part, à un moment donné, lors de l'exécution, je vais récupérer une variable de type tableau de chaîne de caractères qui s'appelle environ. Alors là, pour le coup, j'ai pas le droit de modifier le nom de environ, il faut vraiment que je l'appelle environ exactement comme ça. J'ai pas le droit de changer le nom, parce que effectivement, c'est sur ce nom-là que va se faire le lien avec le mot-clé externe. À partir de ce moment-là, je vais dire en fait tout simplement qu'au lancement de mon programme C, il va récupérer la variable environ, qui est un tableau, et qui va donc contenir toutes les variables d'environnement. Eh bien, je n'ai plus qu'à utiliser une boucle pour la parcourir. Alors je vais définir un compteur qui va commencer à 0. Premier élément du tableau va être l'élément 0.
Et je vais parcourir le tableau jusqu'à ce que environ au rang i, en fait, tant que environ au rang i est différent de nul. À partir du moment où c'est nul, c'est tout simplement que j'ai fini mon tableau. L'incrémentation, eh bien à chaque fois que j'ai terminé un élément, je passe à l'élément suivant en faisant i égale i plus 1 ou i plus plus. Ok. Ensuite, je fais quoi? Je fais un printf. Je vais écrire la valeur de i pour savoir à quelle ligne je suis. Et je vais écrire en fait ce que contient le tableau environ. Je retourne à la ligne. Donc d'abord j'écris i. Et ensuite j'écris ce que contient environ au rang i. Donc, premier tour de boucle, je vais écrire environ de 0, deuxième tour de boucle, environ de 1, et ainsi de suite. Et je vais donc écrire tout le contenu du tableau d'environ. Ok? Ça marche. On va voir, j'ai peut-être oublié une bibliothèque, on va voir si ça compile. Donc, je suis bien sous le bon répertoire, hein. Liste env est ici. Je compile donc liste env, .c, et je vais l'appeler liste env. Voilà. Hop. Liste env, voilà. Et je récupère en fait effectivement toutes les variables d'environnement, hein. Alors on voit que là ça commence à 0. Donc j'ai donc le répertoire pour programme file. Alors si jamais vous le faites chez vous, suivant le système d'exploitation que vous avez, vous aurez naturellement pas forcément les mêmes variables d'environnement que moi. Et là, le cas de l'utilisation de Cygwin est encore un petit peu hybride, hein, puisque Cygwin simule en fait un Linux, mais par contre, derrière, ce qui tourne, c'est quand même Windows. C'est-à-dire qu'en fait, Cygwin, si j'ai bien compris, en fait, va s'intercaler entre Windows, va vous donner l'illusion que vous avez une interface Linux. Par contre, derrière, en fait, c'est quand même Windows qui tourne et qui va tout exécuter. Si on veut s'en rendre compte, eh bien on s'aperçoit que le shell, c'est bien bash qui l'exécute, donc on a bien l'impression qu'on est sur un environnement Linux. Par contre, vous voyez que dans Programme File, on est bien dans le Programme File de l'arborescence Windows, et si jamais on cherche l'OS, eh bien on s'aperçoit que c'est Windows NT. Donc c'est bien Windows, en fait, qui se trouve derrière toutes les exécutions que nous effectuons. On retrouve par exemple la variable pwd qu'on avait trouvée. On a quelques variables, alors il y en a peut-être qui sont propres à Windows, hein, que vous n'allez peut-être pas retrouver forcément sous Unix. Vous avez une variable qui s'appelle original pass, qui contient le pass original, vous avez le username, par exemple ici, et vous avez, vous voyez, plein d'informations, donc vous pouvez récupérer sur quel OS vous êtes, qui c'est qui s'est connecté, où il se trouve dans le file system, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir énormément d'informations. Quel est le terminal qu'il a lancé, voilà, où se trouve le répertoire temp, bref, plein de choses. On retrouve la variable pass que l'on avait vu avant, ok, voilà. Donc, comme ça, on a pu lister finalement toutes les variables d'environnement. Ça, c'est toutes les variables auxquelles on a accès, sans même en fait qu'on ait quelque chose à faire. Tout ça, ça a été valorisé automatiquement par le système d'exploitation. Et on voit que eh bien, le langage C est parfaitement fait, ou designé si vous voulez, pour pouvoir accéder directement à ces variables d'environnement. En 3 lignes par exemple, eh bien, on a listé toutes les variables d'environnement. Alors, on accède très rarement à toutes les variables en même temps, hein. On va voir que naturellement, il existe des fonctions beaucoup plus adaptées si jamais vous voulez que le résultat d'une variable par exemple. Là, je vous montre simplement toutes les possibilités. Alors on avait parlé aussi on avait dit que si jamais un processus était dupliqué au travers d'un fork, eh bien les variables d'environnement étaient automatiquement transmises. Et ça, on peut le voir, hein, il suffit de faire un fork. Alors comment on fait un fork? Eh bien, on fait un pid t n est égal à fork. À partir du moment où on fait un fork, les deux environnements vont être dupliqués. Donc je vérifie le cas d'erreur. Si n est égal à -1, dans ce cas-là, j'ai un problème dans mon fork. Problème de fork, voilà. Et du coup, je ne vais pas plus loin, je fais directement un return -1. Voilà. Et dans le cas où je n'ai pas ça, eh bien j'ai deux cas, soit n est égal à 0,
Et si n est égal à 0, je suis dans le fils. Et ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que je vais afficher printf je suis le fils. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais afficher le PID du processus, c'est-à-dire que je vais mettre son identifiant pour vraiment voir que je suis dans le fils. Alors là, je vais tout simplement convertir en long le résultat de la fonction getPID, qui est une fonction qui me donne l'identifiant du processus. Voilà, je suis dans le fils, et je vais écrire en fait tout simplement la variable d'environnement du fils. Hop, 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 hop. Et sinon, je suis dans le père. Je suis dans le père, alors je vais juste reprendre le printf avec le PID. Donc je suis dans le père, hop. Et je vais, pareil, dans le père, écrire la variable d'environnement. Et on va voir en fait que les deux vont avoir accès à l'environnement. Alors là, pareil, si je crée une variable d'environnement dans le père, ça on verra tout à l'heure comment on le fait. Je suis pas très content, parce que là, en fait, les deux ne sont pas couplés. Donc ce que je vais juste faire, c'est que je vais faire que le père attend le fils avant d'aller plus loin, parce que sinon, le père pourrait se terminer potentiellement avant le fils, ou alors ils pourraient en fait écrire chacun leur tour des trucs, ce qui serait pas super intéressant à comprendre. Donc il va faire un wait, il va attendre n, et il va mettre le statut en place, et j'ai encore besoin d'un troisième argument dont j'ai oublié la signification. Voilà, je suis dans le père, je suis dans le fils. Voilà, on va regarder, est-ce que ça compile ou est-ce que j'ai oublié une bibliothèque, on verra. Ah, j'ai oublié ouais, c'est vrai, si je fais un wait, il faut pas que j'oublie la bibliothèque qui est liée au wait. Et celle-là, en fait, elle s'appelle 6wait, je crois, .h. Ok. On compile. C'est passé, voilà. Et donc je relance et vous voyez que, alors on va aller tout en haut, je suis le fils, processus 1906, et donc vous voyez que j'ai toutes les variables d'environnement du fils, j'en ai 64, ok, et là je suis dans le père, processus 1905, et je m'aperçois que j'ai de nouveau 64 variables d'environnement. Donc vous voyez que je peux passer les variables d'environnement. Alors on pourrait se dire, de toute façon, tous les programmes qui sont lancés ont accès à ces variables, tout à fait, mais vous allez voir par la suite que vous avez aussi le droit d'ajouter par programme des variables à l'environnement. Et tout ce que le père va ajouter, eh bien, ce sera disponible également pour le fils. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Toute la descendance, en fait, d'un processus va avoir accès à toutes les variables. Est-ce qu'on est bon? On a listé environ, on a fait un fork, on a vu que les variables étaient héritées. Ok, ça marche. Alors, on se dit effectivement que comme on est développeur, on devrait avoir le droit de faire des trucs aussi nous-mêmes. C'est-à-dire que pour l'instant, on se sert des variables d'environnement qui ont été mises en place pour nous par l'OS. Est-ce que moi, je peux déjà accéder à une variable en particulier, au lieu d'avoir tout à les lister avec un tableau? Et après, est-ce que je peux, moi aussi, mettre en place en fait des variables d'environnement? Est-ce que j'ai le droit de créer, là maintenant j'ai 64 variables, est-ce que j'ai le droit de créer une 65e variable d'environnement qui contiendrait un truc dont j'ai besoin? Eh bien effectivement, on va voir un petit peu les différentes fonctionnalités que le système d'exploitation met à notre disposition. Donc, on va arrêter de balayer le tableau en entier, on n'a pas besoin de forcément toutes les variables, on va simplement s'appuyer sur une variable dont on veut connaître la valeur. Et pour cela, en fait, la bibliothèque stdlib, elle nous propose en fait une fonction qui s'appelle getEnv. GetEnv, en fait, va prendre en paramètre un nom de variable d'environnement,
et va retourner sa valeur. Alors attention au prototype, hein. Le langage C est un langage qui est fortement typé, donc getEnv va prendre en paramètre une chaîne de caractères. Alors cette chaîne de caractères, elle contient le nom de la variable, là on est bon, mais elle va aussi renvoyer un char étoile, elle va donc renvoyer aussi une chaîne de caractères. Alors elle va renvoyer une chaîne de caractères même si le résultat est numérique. Pourquoi ? Encore une fois, parce que la chaîne de caractères, en fait, c'est le type de données qui est capable de tout contenir. Par exemple, si jamais la variable contient coucou, eh bien je peux facilement la mettre en place en chaîne de caractères. Si la variable contient 1, 2, 3, pareil, je peux renvoyer la chaîne de caractères qui contient 1, 2, 3, à l'utilisateur ensuite de faire le transtypage pour récupérer en fait directement du numérique. Si jamais j'avais retourné quelque chose dans le style de int, eh bien si j'avais lu la valeur 123, aucun problème, c'est un int, et donc j'aurais pu le retourner. Mais si j'avais retourné ce coup-ci la chaîne de caractères coucou, eh bien j'aurais eu un problème parce que je n'aurais pas pu mettre la chaîne de caractères coucou dans un int. Donc c'est pour ça que, en fait, on lit toujours de base une chaîne de caractères. Pour ceux qui ont déjà programmé en Python et qui ont déjà utilisé la commande input, c'est pareil, hein. Input, quand vous lisez du prompt, de base, lit toujours de la chaîne de caractères, parce que vous êtes sûr que vous arrivez toujours à lire une chaîne de caractères. Si ensuite vous avez besoin d'un entier, pareil, vous êtes obligé de passer par un transtypage, hein, c'est-à-dire de mettre, en fait, de dire que la chaîne de caractères, vous voulez la transformer en int, par exemple. Ok. Autre fonctionnalité, autre critère de fonctionnement de la fonction getEnv, si jamais la variable d'environnement n'est pas connue dans l'environnement, eh bien on va tout simplement renvoyer nul. C'est pour ça que c'est une bonne chose de toujours tester les retours de ce genre de fonction pour être sûr en fait que vous avez bien une valeur dedans et que vous ne partiez pas en fait à faire des comparaisons avec la valeur nulle. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout simplement on va écrire un petit programme qui va nous écrire le contenu de la variable pass. Alors c'est pas très compliqué, hein. Hop. On va écrire simplement le contenu de la variable pass. Est-ce qu'il est mon Visual Studio? Voilà. Alors, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler une var, par exemple, .c. Voilà. Je vais juste reprendre les include. Hein. Hop. Alors ça, j'en ai pas besoin, je pense. Par contre, ce que je vais avoir besoin de stdlib.h, puisque c'est dans stdlib.h que se trouve la fonction getEnv. Voilà. Donc, je vais faire un main. Voilà. Je vais déclarer une variable chaîne de caractères que je vais appeler variable. Et dans cette... je vais l'appeler val variable. C'est la valeur de la variable. Ah, je vais l'appeler val var env. C'est la valeur de la variable d'environnement. Ok. Et là-dedans, je vais utiliser en fait la fonction getEnv qui est dans stdlib et je vais lui dire bah, donne-moi le contenu de la variable pass. Voilà. Alors là, par exemple, getEnv en fait va prendre le nom de la variable. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'en environnement Linux, on identifiait une variable avec un $. Hein. Quand je veux faire le contenu de la variable pass, je fais echo $pass. Donc là, il n'y a pas de $ à passer. Hein. Vous passez simplement le nom de la variable dont vous voulez la valeur. Et ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vérifier si getEnv m'a effectivement retourné une valeur. Donc je vais voir si val var env, dans un premier temps, est bien différent de nul. Voilà. Si elle est différente de nul, je vais écrire son contenu. Voilà. Alors c'est du char étoile, donc c'est du %s, c'est de la chaîne de caractères. Je vais à la ligne et j'écris val var env. Voilà. Sinon, c'est que la valeur n'est pas connue. Alors, je vais pouvoir la créer si jamais elle n'existe pas, mais sinon, pour l'instant, comme je ne sais pas encore le faire, je vais tout simplement dire que pass n'existe pas.
Alors là, normalement, pass existe, hein, y a pas de problème là-dedans. Normalement, on ne devrait jamais être là-dedans. Ok, alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle unevar.c. Ok, donc je compile ça, unevar.c, et j'appelle ça unevar. Ça marche. Je lance tout ça, unevar, ok, et j'ai bien le contenu de la variable pass. Hein. Pour s'en convaincre, normalement, on a encore pass qui est en haut. Vous voyez que c'est exactement le même contenu. Donc là, vous allez pouvoir récupérer, grâce à la fonction getEnd, vous allez pouvoir récupérer le shell, l'OS, le pass, l'endroit où je me situe dans le file system, et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est assez simple en fait à utiliser. Il faut juste vérifier en fait que la variable a correctement été définie. Ok. Donc maintenant, on sait lister toutes les variables d'environnement, on sait récupérer une variable d'environnement en particulier. Est-ce qu'on a le droit, nous, en tant que développeurs, d'ajouter des variables dans l'environnement? Bah, évidemment, hein, les développeurs, on a le droit de toucher un petit peu à ce genre de choses. Donc, on va s'apercevoir aussi que l'ajout d'une variable d'environnement, elle va être dépendante du shell, c'est-à-dire que les commandes ne vont pas toujours être les mêmes. C'est pour ça que c'est très important de connaître, en fait, le shell sur lequel vous êtes. Alors, savoir le shell sur lequel nous sommes, bah, en fait, il suffit de faire un echo $shell. Alors attention, hein, les variables sont en majuscules. Et personnellement, je suis en bin bash. Donc si vous êtes en bash, tout ce que je vais vous expliquer va fonctionner. Si vous êtes sur un autre shell, je sais pas, KSH, Brown Shell ou que ce genre de choses, bah, vous avez peut-être des modifications à faire par rapport, ou à voir un petit peu comment ça s'écrit dans votre shell. Ok, alors, donc j'ai vérifié, je suis bien en bash, et maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux assigner une valeur, donc je vais donner un nom à une valeur, sans espace, et on va s'apercevoir que quand j'affecte simplement une valeur à un nom, c'est-à-dire que je valorise une variable, eh bien la variable de base n'est pas dans l'environnement. C'est-à-dire qu'elle est liée au shell dans lequel je suis, ou dans la fenêtre de terminal si vous voulez, mais par contre elle n'est pas forcément dans l'environnement. Si je veux que la variable se retrouve dans l'environnement, je suis obligé d'utiliser en bash le mot-clé export pour dire que cette variable doit se retrouver dans l'environnement. Et si jamais je veux supprimer en fait une variable de l'environnement, il suffit que je fasse un unset sur le nom de variable pour de nouveau supprimer cette variable. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va reprendre notre petit exemple que l'on a utilisé pour pass, et cette fois-ci, on va le modifier pour utiliser une variable que nous allons nous-mêmes définir. Donc une variable qui n'est pas, pour l'instant, déjà dans l'environnement. Ok. Et on va utiliser les trois commandes que l'on vient de voir, donc affectation de valeur, export et unset, pour voir un petit peu comment cette variable d'environnement va se comporter. Alors première chose, on va déjà reprendre notre programme, et cette fois-ci, en fait, je ne veux pas récupérer pass, je vais récupérer, en fait, quelque chose que j'appelle mavar. Voilà, pourquoi pas. Mavar, et je veux récupérer son contenu. Le contenu de mavar. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc cette fois-ci, c'est pas pass qui n'existe pas, c'est mavar. Voilà. Ok. Je compile ici mon petit programme. Hop. Je lance le programme unevar et il me dit que mavar n'existe pas. Évidemment, mavar, c'est une variable que je viens de créer, hein, que je viens d'imaginer. Et donc, effectivement, personne ne l'a encore mis en place. Ok. Alors qu'à cela ne tienne, je vais créer mavar, et mavar, je vais lui donner la valeur 5. Attention aussi, hein, quand vous définissez une variable en shell, ne mettez pas d'espace entre les égales et entre le nom de la variable et le égal, ou le égal et la valeur que vous avez, hein, sinon ce ne serait pas une affectation. Quand on vient d'autres langages de programmation, comme le C, le Python et tout ça, on sait que des fois, il n'y a pas beaucoup de différence si vous mettez un espace, ou si vous ne le mettez pas, ou ainsi de suite.
En shell et dans les fenêtres de terminal, en Linux par exemple, eh bien, les espaces font une grande différence. Donc là, quand je fais une affectation, je ne dois absolument pas mettre d'espace autour du égal. Donc je fais ma var égale 5, je vérifie la valeur de ma var, echo $ma var, et je m'aperçois qu'effectivement je retrouve bien la valeur 5 que j'ai valorisée. Super confiant, je lance donc mon programme et qui me dit toujours ma var n'existe pas. Là, premier problème, j'ai ma var qui est égale à 5, quand je le regarde dans le terminal, j'ai bien l'impression en fait que cette valeur existe. Alors où elle est? Eh bien cette variable elle est définie normalement simplement au niveau de ma fenêtre de terminal, et elle n'est absolument pas définie dans l'environnement. C'est pour ça que mon programme C ne la trouve pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a différents niveaux de définition des variables? Imaginez par exemple que tout ce que je fais dans ma fenêtre de terminal se retrouve automatiquement dans l'environnement. Ça voudrait dire que tous les programmes qui passent sur la même machine et qui utilisent l'environnement pourraient en fait accéder à la variable que j'utilise simplement pour faire quelques tests sur ma fenêtre de terminal. Donc, non, effectivement, quand je déclare juste une variable, elle ne se retrouve pas automatiquement dans l'environnement. Si jamais je veux qu'elle se retrouve dans l'environnement, il faut que j'utilise le mot-clé export, export ma var égale 5, voilà. Si je fais un echo ma var, je m'aperçois que ma var a toujours la valeur 5, ça ne change pas. Et si je lance mon programme une var, cette fois-ci, je m'aperçois que ma var, dans le programme C, a bien la valeur 5. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous avons bien eu accès à l'environnement et nous avons bien récupéré en fait la valeur qui était associée à la variable qui a été créée dans l'environnement. Ok. Et donc, comment je m'en débarrasse? Parce que ma var, finalement, c'est juste un test. Je vais juste faire un unset ma var. Et en faisant un unset ma var, je m'aperçois que cette fois-ci, ma var n'existe pas, elle n'est plus dans l'environnement et elle n'est plus non plus lié au shell. Je me suis juste débarrassé de la variable et j'ai de nouveau libéré en fait l'espace mémoire qui lui était alloué. Voilà un petit peu comment marchent ces différentes commandes, export, les variables export, unset et tout ça. Donc c'est très important à comprendre parce que ça aussi c'est le genre de choses où on peut s'arracher les cheveux pendant des heures. Pourquoi cette variable je la vois quand je fais un écho et pourquoi j'arrive pas à y accéder avec le getEnv dans mon programme C? Tout simplement parce que la variable existe au niveau du terminal, mais elle n'existe pas dans l'environnement. Ok. Donc, on a bien utilisé ces différentes fonctions pour voir comment tout ça se passe. Alors, on a vu comment créer une variable d'environnement du côté shell. Est-ce qu'on a aussi la possibilité d'utiliser ce genre de commande directement dans le programme C? Par exemple, moi je suis développeur C, j'aime beaucoup le C, j'ai pas toujours envie en fait de revenir vers le terminal ou même de programmer en fait en shell. J'aimerais pouvoir en fait faire en sorte que mon programme C contienne tout ce qu'il faut pour pouvoir déclarer des variables d'environnement. Et bien ça en fait il n'y a aucun souci. Les fonctions sont toujours présentes dans le... Alors ça doit être dans stdlib. Et vous avez deux fonctions qui vous permettent de créer des variables d'environnement. Vous avez la fonction putenv qui va prendre une chaîne de caractères en paramètres. Et donc cette chaîne de caractères, elle doit contenir le nom d'une variable, égal, et la valeur. Ok. Donc c'est une fonction assez simple qui va vous permettre de créer une nouvelle variable d'environnement. Ok. Il y a une autre fonction qui vous permet de faire ça, qui a plus d'arguments, que personnellement je préfère, mais ça c'est un goût, c'est à chacun de voir, c'est la fonction setEnv, et la fonction setEnv, en fait, elle va décomposer l'affectation. Elle va prendre en premier argument le nom de la variable, elle va prendre en deuxième argument la valeur de la variable, et elle a un troisième argument qui est très intéressant, qui est l'argument overwrite, qui va permettre de dire, en fait, si la variable existe déjà, je ne vais pas la recréer, elle existe déjà, je vais m'en servir, mais si elle n'existe pas, eh bien je vais la créer. Et donc ça c'est quelque chose de très intéressant, puisque ça va vous permettre de dire, voilà, eh bien si quelqu'un a déjà positionné la variable, si quelqu'un par exemple a donné ses préférences de langage, eh bien je vais utiliser les préférences de langage qui sont déjà en place. Si par contre personne n'a mis de préférence de langage en place, eh bien en fait je vais utiliser une valeur par défaut. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va rendre en fait nos programmes assez flexibles.
Donc on va voir un petit peu comment ça marche. Et l'overwrite, alors c'est tout simplement, vous voyez, le type c'est du int. Int overwrite, ça veut dire tout simplement dire que 0, je ne change pas la valeur. C'est-à-dire que si elle existe déjà, je ne change pas la valeur. Et si j'ai quelque chose de différent de 0, on va changer la valeur, même quand la variable est déjà présente. Ok. Le premier cas va pouvoir créer une valeur par défaut. Le deuxième cas va en fait mettre la variable d'environnement à jour, quoi qu'il arrive. Ok. On a naturellement aussi la possibilité de supprimer une variable d'environnement avec la fonction unsetEnv qui se trouve aussi dans stdlib, et là qui va prendre en paramètre le nom de la variable dont vous voulez supprimer que vous voulez supprimer. Et ça va fonctionner exactement comme unset qu'on a vu tout à l'heure en commande shell. On va donc supprimer on va supprimer la variable et on n'aura donc plus accès à cette variable dans l'environnement par la suite. Alors encore une fois, je vous propose de voir un petit exemple. On va écrire un programme C qui initialise une variable d'environnement mavar égale coucou, uniquement si mavar n'est pas défini. On affiche ensuite le contenu de la variable mavar, et à la fin du programme, on supprime la variable mavar de l'environnement. Ok, ça marche. Ouais, on va faire tout ça. Hop. Je vais prendre un nouveau fichier. Ouais. Je vais appeler ça envc.c. Alors, oui, j'ai pas le titre de l'originalité au niveau de la création de mes noms de programme. Hein. Alors, on va rester sur stdio pour les entrées-sorties, stdlib pour toutes les différentes fonctions unset, putenv, setEnv et ainsi de suite. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va donc créer notre petit main. Et la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va faire un setEnv et on va créer la variable mavar avec le contenu coucou, mais seulement si elle n'existe pas déjà. Si la variable mavar existe déjà et qu'elle a déjà une valeur, en fait, tout simplement, je vais laisser la variable comme elle est. Donc, je vais faire un int ret, alors ret c'est juste pour la valeur de retour. SetEnv, en fait, envoie une valeur de retour comme énormément de fonctions en C. Si jamais la valeur de retour est 0, c'est que setEnv s'est très bien déroulé. Si on a autre chose que 0, eh bien c'est tout simplement qu'il y a eu une erreur. Donc j'ai ma var ici qui va prendre la valeur coucou, et je vais dire, voilà, si elle existe déjà, bah en fait tu la touches pas, et si elle n'existe pas, tu me crées ma var avec coucou dedans. Première chose, je vais tester donc si la valeur de retour est égale à 0, c'est ce qui va me permettre de savoir si setEnv en fait s'est terminé correctement, et si setEnv s'est terminé correctement, je vais mettre tout simplement que le contenu est égal à une chaîne de caractères, et je vais donc récupérer le contenu de ma var en faisant getEnv, fonction qu'on a déjà vue tout à l'heure, de ma var. Voilà. Ok. Si j'en arrive là, je vais faire en fait un unsetEnv, je vais donc supprimer ma var. Voilà. unsetEnv. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer du coup la valeur de ma var. Normalement, puisque je l'ai supprimé, on est d'accord que je ne devrais plus rien trouver. Hein, mais c'est juste pour voir si tout est OK. Je récupère ma var et je vais faire en fait naturellement si v est égal à nul, ce qui devrait normalement arriver, hein, puisque ma var normalement ne devrait plus être là, eh bien je vais dire en fait ma var n'existe pas. Backslash. Voilà. Ça marche. Je sauvegarde, j'espère que j'ai pas oublié de bibliothèque, mais normalement non, c'est que des variables lib. Juste comment j'ai appelé le programme, envc. Ok. Alors ccEnv c.c-o env c. Voilà. Ok. Alors le premier coup, il m'écrit que le contenu c'est coucou et que ma var n'existe pas. Ce qui fait que normalement, si je fais echo
ma var en sortie, je n'ai rien, puisqu'effectivement, la fonction n'existe plus. Bon. Maintenant, si jamais je fais un export de ma var égale bonjour, voilà, je regarde bien, echo $ma var, j'ai bien bonjour dedans, et j'appelle mon programme envc, et bien vous allez voir que le contenu maintenant est bonjour, c'est-à-dire qu'il a vu que ma var était déjà déclarée, c'est ce qui permet justement d'être fait avec ce petit 0 dans le overwrite. Il a vu que ma var était déjà déclarée, il a dit bon bah c'est déjà déclaré donc moi je le redéclare pas, et donc je vous ai affiché le contenu de ma var qui est de bonjour, et ensuite ma var a de nouveau été supprimée. Alors c'est très intéressant parce que ça vous permet vraiment de fixer une valeur par défaut à une variable d'environnement. Si elle est là, je m'en sers, si elle n'est pas là, je la crée en lui fixant une valeur par défaut. C'est quelque chose qui va vous permettre en fait de pallier à plusieurs environnements différents, une fois je l'ai, une fois je l'ai pas, et bien une fois pour toutes dans le programme, je vais faire en sorte que mon programme puisse passer dans les différents cas. Ça va donner une certaine flexibilité à vos programmes en fonction de l'environnement sur lequel il va être lancé. On est bon, on a tout fait. Ok, ça marche. Je voudrais aussi vous parler de la fin des programmes. Alors pourquoi on parle de la fin des programmes dans les variables d'environnement? Eh bien, on va s'apercevoir que la fin d'un programme, elle peut être vue grâce, l'état de la fin d'un programme peut être vu grâce à une variable d'environnement. Alors, un programme, il peut avoir une fin normale, c'est-à-dire que le traitement s'est terminé avec succès, tout a pu être fait, et on a donc tout simplement un traitement qui a été effectué, un programme qui est arrivé à son terme, et il a stoppé. En matière d'information, ce que l'on peut faire, c'est que, vous avez déjà remarqué la plupart du temps, que ma fonction main, en fait, retourne un int. Et si je veux communiquer la valeur de retour, eh bien, je peux tout simplement dire, voilà, je peux communiquer pour dire, voilà, tout s'est bien passé, je vais retourner tout simplement la valeur 0. 0 étant un int, main retournant un int, eh bien, je peux retourner, voilà, comme ça, une valeur de retour. Et nous allons voir comment je vais pouvoir récupérer cette valeur de retour pour éventuellement comprendre, en fait, dans quelle mesure ou dans quelle situation s'est terminé un programme. Un programme peut aussi se terminer sur des critères involontaires. Il y a eu une erreur sérieuse qui empêche de poursuivre, par exemple, j'ai voulu créer un fichier, mais j'avais pas assez de place sur le disque, ou alors je n'avais pas les droits pour le créer dans le répertoire où je voulais le créer, ou alors mon programme, par exemple, a reçu un signal d'interruption. Alors si vous êtes sur Windows, vous avez peut-être déjà fait, si jamais votre programme ne répond pas, vous faites un CTRL A vous allez dans le gestionnaire de fichiers et vous faites un fin de tâche. Qu'est-ce qui se passe pour le processus? Eh bien le processus reçoit un signal d'interruption pour lui dire « Arrête ce que tu es en train de faire et enlève-toi de ma planification ». Voilà. Donc tout ça, ce genre de choses, ça peut être des arrêts anormaux des différents programmes. Et l'idée, c'est que, comme on est développeur, quand un programme s'arrête anormalement, sur une erreur ou autre chose, eh bien nous on aimerait comprendre cette erreur pour pouvoir modifier le programme pour que cette erreur ne survienne plus à l'avenir. Si jamais vous êtes confronté à ça dans le milieu professionnel, à chaque fois que vous avez un programme qui s'arrête sur une erreur, prenez le temps d'analyser ce qui se passe pour que cette erreur en fait ne survienne plus. Et essayez au maximum, si c'est faisable, d'automatiser en fait la récupération de l'erreur. Par exemple, vous avez identifié l'erreur, vous avez vu que le programme ne sait pas gérer ce cas-là, et bien faites en sorte en fait que ce problème ne soit plus bloquant. Soit en rajoutant le traitement pour que le programme puisse gérer cette information-là, soit que le programme temporairement puisse par exemple ignorer les cas d'erreur, mais qu'il puisse quand même continuer à traiter le reste. Ok. Et donc, on a le retour de la fonction main, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. On est sur une habitude de dire que quand le main retourne 0, c'est que tout est ok, et si on retourne autre chose que 0, c'est que l'on est sur une erreur. Et l'idée aussi, c'est que votre programme peut être documenté en fonction du code erreur qui est retourné. Par exemple, vous pouvez dire que s'il retourne 1, c'est qu'il y a eu un problème d'accès au fichier, s'il y a 2, c'est qu'il a manqué de mémoire, s'il y a 3, c'est que l'utilisateur lui a donné, par exemple, une entrée qu'il n'arrivait pas à gérer.
et ainsi de suite. Et donc, suivant le code retour de votre programme, hein, par exemple, ne faites pas un programme qui renvoie 0 quand c'est bon et 1 quand c'est faux. Ça voudrait dire que tous les cas d'erreur rendraient 1, et vous n'auriez pas la possibilité en fait de savoir quel est le moment en fait qui a provoqué l'erreur dans le programme. Alors comment j'accède à cette valeur de retour? Eh bien en fait il y a une valeur d'environnement un petit peu spéciale qui s'appelle $point d'interrogation. Et à chaque fois qu'une exécution est faite, que ce soit un programme C ou une commande hein, d'ailleurs, eh bien $point d'interrogation est valorisé. Alors si on se place par exemple sur un répertoire et qu'on fait une recherche de fichiers, par exemple avec la commande ls, on peut par exemple afficher le retour de $point d'interrogation. Ok, essayons de voir. Je fais un ls et je liste mon répertoire courant. Je veux savoir comment s'est terminé mon ls, et bien je fais un echo $point d'interrogation. Echo $point d'interrogation m'a donné la valeur 0, ça veut dire que le ls a réussi. Ok. Essayons maintenant de chercher un fichier qui n'existe pas. Dans mon répertoire, je fais ls-n'existe pas. Ok. ls cannot access n'existe pas, no search file or directory. Vous voyez que j'ai un message d'erreur. Si maintenant je refais echo $point d'interrogation, je m'aperçois que ls m'a renvoyé le chiffre 2. Donc, quelque chose d'autre que 0, ça veut dire en fait que ls s'est terminé en erreur. Ou en tout cas, a rencontré quelque chose qui l'empêchait de faire son travail. Et effectivement, le message d'erreur, vous l'avez ici. Alors, si vous avez que ce 2, qu'est-ce que je peux faire avec ce 2? Eh bien, je peux regarder en fait dans manls, qui est le manuel de ls, pour voir si je ne pourrais pas trouver une information. Et en descendant dans le manuel, on va peut-être essayer de trouver... Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut trouver... Voilà, exit status, que vous avez ici. Et exit status, il dit quoi? Bah, il me renvoie 0 si tout est OK. Il me renvoie 1 si j'ai un problème mineur. Par exemple, je ne peux pas accéder à un sous-répertoire. Et il me renvoie un 2 si j'ai des troubles sérieux, alors des problèmes sérieux. Par exemple, je ne peux pas accéder à un argument en ligne de commande ou ainsi de suite. Et là, je n'ai pas pu accéder en fait à un fichier que je demandais. Donc c'est pour ça qu'il m'a envoyé le 2, Serious Trouble. Ok, ça marche. Donc vous voyez que prendre l'habitude de regarder un petit peu la documentation, ça va nous permettre de savoir en fait analyser les différents cas d'erreur. Il m'a renvoyé 2, ça veut dire quoi? Bah, je vais regarder dans le manuel et je vais retrouver en fait à quoi est associé le 2. Ok. Alors, ce qui peut paraître un petit peu perturbant, c'est que echo $point d'interrogation me donne toujours le résultat de la commande qui vient d'être exécutée. C'est-à-dire que si je fais un ls, comme tout à l'heure, d'un truc qui n'existe pas, si je fais echo $point d'interrogation, j'obtiens 2. Mais si je refais echo $point d'interrogation, j'obtiens 0. Parce que ce echo $point d'interrogation est en fait le résultat de la commande qui a été lancée juste au-dessus. Et la commande qui a été lancée juste au-dessus, c'est echo $point d'interrogation. Echo $point d'interrogation écrivait le résultat de la commande $point d'interrogation, et donc lui, il s'est très bien terminé. Et donc le 0 qui est ici, c'est que le echo là, c'est très bien terminé. Et que le 2 qui est ici, eh bien, c'est la terminaison de ls. Alors ça, c'est un truc qui est très important à comprendre, parce que c'est quelque chose aussi qui va vous faire vous arracher les cheveux quand vous programmez en shell. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous affichez $point d'interrogation, à partir du moment où vous refaites une commande, eh bien dans $point d'interrogation, il y a le résultat de cette commande. Et donc en fait, vous ne pouvez pas, accéder plusieurs fois de suite à $point d'interrogation, parce que lui va être remis à jour systématiquement. Si jamais vous voulez le sauvegarder, vous faites ls n'existe pas, eh bien il va falloir créer une variable. Vous faites par exemple mavar égale $point d'interrogation pour sauvegarder le résultat de ls. Voilà. Et maintenant, si vous faites un echo $mavar, bah lui va toujours contenir plusieurs fois le résultat de la commande ls. Donc n'hésitez pas à sauvegarder le résultat du $point d'interrogation de la commande que vous voulez vraiment analyser. Ça vous permettra de réutiliser cette variable plusieurs fois. Hein. Ok. Est-ce qu'on est bon? Ok, on a regardé la commande ls, c'était bon. Ok.
Alors puisqu'on est sur la fin d'un programme, je voudrais, et que c'est quelque chose qui prend une place prépondérante dans la vie d'un développeur, hein, on est content, en fait, il y a toujours une grande partie des programmes qui sont sous notre vigilance qui tournent bien, mais il y a toujours des programmes qui peuvent nous poser problème. Et en informatique, on retrouve de nouveau la loi de Pareto, hein, c'est toujours à peu près 20% des programmes qui nous font 80% des misères. Ok. Et l'idée, c'est que comment est-ce que je peux terminer anormalement un programme et comment je peux avoir le maximum d'informations sur ce programme. Comment je peux faire en sorte, en fait, que d'avoir des infos qui me disent, voilà, le programme, il a planté, mais il n'a pas seulement planté, il a planté à cause de ça. Et donc, ça va nous permettre, en fait, d'aiguiller nos recherches pour pouvoir améliorer notre programme ou alors corriger l'erreur si jamais il y en a une. Alors en C, il y a plusieurs fonctions qui nous permettent d'exprimer une fin anormale, et la première, c'est la fonction abort. Alors abort, c'est quoi? C'est tout simplement une fonction qui vous permet d'interrompre le programme où qu'il soit. C'est-à-dire que voilà, vous sortez, le programme s'arrête, vous êtes dans une fonction, dans une fonction, dans une fonction, dans une fonction, on s'en fiche, vous arrêtez là où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de tenir compte de la valeur de retour des différentes fonctions, vous n'êtes pas obligé d'avoir un return d'un entier dans le main, vous vous arrêtez juste là où vous êtes. Et on va voir en fait que la fonction abort, elle a un problème majeur en fait, c'est que elle n'a pas la possibilité de nous donner des infos. Elle n'a pas la possibilité de nous donner des infos sur ce que l'on est en train de faire. Alors, on va essayer de prendre ça et de voir ce que l'on peut faire. Imaginons que je reprenne un petit programme C. Ouais, ça je peux sauvegarder. Je vais appeler ça anormal. Anormal.c. Donc, terminaison anormale hein, d'une fonction. Ouais. Include, je vais faire un include stdio.h. Je vais faire un int main. Ok, et juste pour vous montrer, je vais faire ici un printf fin du programme. Backslash n. Et ici, en fait, je vais appeler la fonction abort. Alors pareil, je sais pas, est-ce que j'ai peut-être oublié un... Est-ce que j'ai peut-être oublié une bibliothèque? Je sais pas, je vais voir. Donc là, je vais aller sur anormal.c, -o, anormal. Oh oui. Ouais, il manque stdlib. Ok. Il manque stdlib. Voilà. Et je vais lancer mon programme anormal. Voilà, aborted. Boum, pas plus d'informations que ça. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose dans $.interrogation 134. J'ai la valeur 134, donc la valeur n'est pas 0. Donc ça tend à dire qu'effectivement j'ai une erreur. Et l'erreur c'est quoi? C'est aborted. Donc ça me montre effectivement que le programme est sorti ou s'est arrêté d'une façon anormale. Ok. Par contre, j'ai aucune idée de savoir en fait où le problème a eu lieu. Je sais juste en fait que mon programme s'est arrêté comme ça. Il n'a pas pu faire les tâches que je lui avais demandées. Ok. Alors justement, cette commande aborted, elle est intéressante parce que elle est intéressante parce qu'elle peut permettre d'interrompre un programme n'importe où, n'importe quand. Sauf que on peut peut-être aller un petit peu plus loin et on peut peut-être avoir des infos. Et pour avoir des infos, ce que je vous propose, c'est d'utiliser pas la commande abort, mais d'utiliser une commande qui l'enveloppe en fait. C'est-à-dire que le résultat va être un abort, mais d'utiliser la fonction assert. Alors la fonction assert, elle se retrouve dans plusieurs langages de programmation. Je vais vous la montrer en C, mais elle existe aussi en Python et dans plein d'autres langages de programmation. Et cette fonction en C, elle est dans la bibliothèque assert.c. Et assert va prendre en paramètre un test, et ce test, en fait, va être exécuté
Si le test est bon, pas de problème, le programme va se dérouler. Si jamais j'ai une erreur dans le test, eh bien tout simplement, je vais planter le programme, je vais afficher quel est le test qui a fait que le programme a planté, et je vais sortir anormalement du programme. Mais cette fois-ci, juste avant de sortir, je vais écrire ce qui ne va pas et pourquoi je suis sorti du programme. Donc ça peut être un petit peu plus intéressant. Alors on va écrire un petit programme pour tester l'assertion. On va écrire une petite fonction racine qui calcule la racine carrée d'un nombre. Et la racine carrée, eh bien je ne peux pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Donc je voudrais qu'au début de la fonction racine carrée, je vérifie en fait si le nombre dont j'essaie de prendre la racine carrée est bien positif. Et donc on va débuter tout simplement cette fonction avec une assertion qui va vérifier que le paramètre est positif. S'il l'est, pas de problème, on va calculer la racine carrée. S'il ne l'est pas, malheureusement, on va sortir du programme et on va afficher quel est le problème du programme. Ok. Donc, ma petite fonction, je vais rester là-dedans. Donc, de quoi je vais avoir besoin? Alors, puisque je veux faire une racine carrée, je vais avoir besoin de math.h qui contient la fonction sqrt square root qui fait la racine carrée. Et je vais être obligé d'avoir aussi la fonction, la bibliothèque assert.h qui va me permettre de faire des assertions. Et donc là, je vais écrire tout simplement une fonction racine carrée qui me renvoie donc un double. Je vais l'appeler racine, et qui prend aussi un double en paramètre. Je vais donc juste faire la racine carrée. Alors la racine carrée, c'est quoi? Je vais juste faire un return de sqrt square root de d. Ok. Mais je veux vérifier que je ne lance sqrt que si d est positif. Je ne veux pas chercher la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, je vais juste créer une assertion qui va vérifier que d est bien supérieur ou égal à 0. Je peux avoir racine de 0, ça marche aussi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais vérifier, est-ce que d est supérieur à 0? Oui, je continue. Non, je vais faire un abort, mais par contre, je vais dire que c'est ça qui a planté. Ok. Donc là, dans mon main, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un double d égale 25. La racine de 25, c'est quelque chose de facile à calculer. Et je vais faire un printf où je vais mettre en fait %f, %n, et je vais afficher simplement la racine de d. Voilà. Point virgule. Alors comment je l'ai appelé? Anormal. Ok. Donc là, je compile anormal, je relance anormal, fin du programme, la racine carrée de 25 c'est 5, et le programme s'arrête sur 0. Alors j'ai pas fait un return 0, j'aurais dû. Effectivement, la fin du programme, et je return 0. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire le... Je vais essayer de le recompiler, mais cette fois-ci avec un nombre négatif. Moins 25. Donc cette fois-ci, moins 25 est inférieur à 0, ce qui normalement devrait faire réagir l'assert qui est ici. Ok. On essaye, je recompile, je lance anormal, et ah! Vous voyez, là, cette fois-ci, j'ai un aborted. Donc en fait, c'est toujours la fonction abort qui est lancée à la fin du compte. Mais par contre, j'ai beaucoup plus d'informations. L'assertion d supérieure à 0 a failed dans anormal.c à la ligne 7. Ok. Donc, anormal.c, ligne 7, l'assertion d supérieure ou égal à 0 a provoqué une erreur. Et donc maintenant, vous voyez que la fin du programme est anormale, mais j'ai une information qui va m'aider en fait à retrouver le cas qui a posé problème. Alors visiblement, j'ai appelé la fonction racine carrée avec un nombre négatif, ce que je n'aurais pas dû faire. Et donc en fait, j'ai déjà une piste pour retrouver quelle est la valeur qui a posé problème. Donc c'est une fonction qui est vraiment très intéressante, l'assertion, elle n'est pas propre au C, hein, c'est une fonction que vous allez retrouver dans de nombreux programmes, mais qui va nous permettre en fait de donner de l'information. Ah, j'ai pas regardé en fait, je voulais regarder aussi la valeur de retour, mais normalement ça devrait être la même, hein. Ouais, 134. Ça change pas, puisque c'est aussi la fonction abort qui est lancée. Donc on est bon.
Qu'est-ce que je veux encore vous montrer? Le programme se termine de manière anormale, mais cette fois-ci on a des infos. Et effectivement, il est fondamental de savoir pourquoi un programme ne s'est pas terminé correctement, parce que ça va déjà nous donner des pistes pour retrouver en fait des critères de correction ou alors des cas qui ne sont pas correctement gérés par notre programme. Alors cette notion d'environnement, elle est très importante, puisque ça va rendre notre programme flexible. Notre programme pourra maintenant, avec la fonction getEnv, directement détecter sur quel OS il se trouve, dans quel terminal il se trouve, dans quelles conditions en fait il est exécuté, et pourra réagir donc de façon différente selon l'environnement. Un même programme pourra donc trouver des exécutions différentes, mais résoudre le même problème suivant sur l'OS ou l'environnement sur lequel il est. C'est vraiment intéressant puisque en fait vous ne travaillez pas, c'est-à-dire que vous ne programmez pas toujours votre programme dans l'environnement dans lequel il sera exécuté. Il se peut que votre environnement de production, par exemple, ne soit pas systématiquement complètement aligné avec l'environnement de test. Eh bien, grâce à l'environnement et aux différentes informations qu'apporte l'environnement à votre programme, vous allez pouvoir quand même avoir un programme qui va couvrir un large éventail d'environnements et pouvoir s'exécuter systématiquement correctement. La vidéo s'est terminée aussi avec quelque chose qui parle énormément aux développeurs en milieu professionnel, c'est que on a l'habitude, quand on fait par exemple de la formation, qu'on fait des cours, très souvent les programmes n'ont pas une grande complexité et très souvent tournent bien pour les paramètres que nous leur donnons. En environnement professionnel, on va se rendre compte qu'on a souvent des programmes qui provoquent des erreurs dans des cas bien particuliers. C'est même pas forcément des programmes qui plantent à chaque fois, hein, c'est tout simplement c'est des programmes qui sont soumis à énormément de contraintes. Vous êtes soumis par exemple à des utilisateurs qui vous saisissent des valeurs, vous intégrez par exemple des fichiers que vous n'avez pas générés vous-même ou qui ne sont même pas générés au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et des données, comme vous n'avez pas de contrôle dessus, vous ne connaissez pas la qualité en fait des différents éléments que vous intégrez. Et donc c'est très important de savoir réagir. Alors on a la gestion des exceptions par exemple qui peut nous aider à réagir en cas de problème. Là nous avons vu également comment ces problèmes peuvent être communiqués au système d'exploitation et comment on peut récupérer un code erreur. On a aussi vu que c'est très bien par exemple de planter un programme dès qu'on a une erreur qui est survenue. Alors pourquoi c'est bien de planter un programme? Eh bien parce que ça évite en fait qu'un programme continue à faire des traitements avec des données fausses. Imaginez par exemple que le programme s'appuie sur une base de données et qu'il modifie une base de données. On a détecté que les données étaient fausses et pourtant on n'arrête pas le programme et le programme continue à mettre à jour des éléments dans la base de données. Ça serait catastrophique. Il y aurait peut-être plein de choses à refaire par derrière, à reprendre le traitement, à retrouver quels enregistrements sont faux. Bref, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Donc l'idée d'arrêter un programme dès qu'on a détecté une erreur est une bonne idée. Encore faut-il en fait savoir ce qui a provoqué le problème. Et avec la fonction d'assertion que nous venons de voir, eh bien nous avons la possibilité d'aider le développeur, de nous aider nous-mêmes en fait, de dire voilà, ce qui a posé problème, on a interrompu le programme. Pourquoi on a interrompu le programme? Eh bien parce qu'on avait fait un test et ce test n'a pas été concluant et donc on s'est arrêté là. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui va nous permettre en fait de communiquer entre le programme et le système d'exploitation et nous derrière on va pouvoir voir pourquoi le programme a planté et donc corriger facilement nos erreurs. A bientôt pour la suite de l'exploration du C dans un environnement système.